Bonjour, ici Sarah-Jeanne Manta et bienvenue à l'émission Clin d'œil politique. Aujourd'hui, lors du segment Politique municipale, nous discuterons avec Lynn H., mairesse de Nedlec, et Linda Godette de la municipalité de Béarn. Un peu plus tard, je recevrai la députée solidaire de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Terrien. Mais tout d'abord, voyons la politique fédérale en compagnie de notre premier invité, Sébastien Lemire, député de l'Abitibi-Témiscamingue. Bonjour Sébastien. Bonjour. Donc, dans le fond, aujourd'hui, j'aimerais savoir un peu ce qui s'est passé dans le mois au niveau de la politique. Donc, je peux commencer avec le premier sujet. Donc, le déploiement de l'Internet à haute vitesse dans les régions du Québec. Sujet énorme, s'il y en est un, c'est pas juste un sujet de la dernière semaine, du dernier mois, mais aussi pour la dernière année. Vous savez, moi, c'était l'engagement premier sur lequel j'ai fait campagne électorale en me disant que ça prenait des solutions pour accélérer le déploiement d'Internet haute vitesse puis du réseau cellulaire dans la région. Et tout au long de l'année, moi, c'est un sujet que j'ai amené au comité de l'industrie, sciences et technologies où je siège comme vice-président, donc avant la COVID, pour que ce soit la priorité, qu'on fasse une étude de fond pour voir comment les programmes fédéraux sont peu ou finalement pas adapté aux réalités d'une région comme la nôtre, qui est moins densément peuplée. Ça a été un sujet qu'on a abordé fortement dans le contexte de la COVID parce que là est arrivée l'urgence pour les gens qui se retrouvaient en télétravail ou pour l'aide des devoirs à la maison ou autres formules. Donc, dans ce contexte-là, les études du comité, d'abord de faire dire un peu à chaque ministre qui était là, est-ce que vous reconnaissez que c'est un service essentiel, que chaque Québécois, chaque Canadien a besoin d'un accès à Internet qui soit fiable pour assurer le développement économique d'un territoire, mais aussi pour pouvoir maintenir un lien de travail ou un lien d'éducation pour les enfants. On a eu la chance de questionner aussi tous les gros joueurs, que ce soit les Bell, Vidéotron et autres, les gens du ministère de l'Industrie, du CRTC, pour pouvoir questionner aussi les programmes, parce que tu as 9 types de programmes au niveau fédéral dans lesquels chacun a ses particularités, ses subtilités. Il n'y a pas vraiment de pénalité. On l'a vu, un contexte comme au Témiscamingue, où qu'après quasiment 5 ans, la ligne pour brancher Moffett, c'est juste 50 km de fibre à dérouler, mais après 5 ans, pratiquement, c'est pas fait. Donc, ça prenait des mesures, des moyens coercitifs pour pouvoir faire en sorte qu'on accélère le déploiement. Et surtout, les libéraux s'étaient engagés à une chose, c'était de brancher 100% des Canadiens juste en 2030. Et leur objectif était 95% des citoyens en 2026. Ce qui, pour moi, est une aberration. Là. Si on prend des mandats de 4 ans, ils ne seraient pas imputables de cette promesse-là avant 2-3 mandats. Pendant ce temps-là, les gens attendent. L'annonce qui est arrivée cette semaine est évidemment fantastique parce que, d'abord, Québec a pesé sur l'accélérateur et lui se dit, moi, je veux brancher tous mes citoyens d'ici 2 ans. Et a forcé le gouvernement fédéral par son leadership à dire, bon, mais tu envoies ton argent à Québec, puis nous autres, on va le gérer. On va faire une cartographie du territoire, puis on va pouvoir diviser pour s'assurer de brancher les gens. Et c'est ce qui est arrivé. Pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est 121 millions pour brancher 13 429 foyers supplémentaires qui va répondre aux besoins de la région. Concrètement, la mesure est un peu comme à chaque fois que si l'électricité se rend dans une maison, ben maintenant, il va se rendre l'Internet. Et pour une région comme le Témiscamingue, par exemple, qui a été touchée entre à peu près 70% de son territoire, ben, va pouvoir monter à plus de 99,5% du territoire qui est couvert, donc presque l'entièreté, ce qui est une excellente nouvelle en soi. Super. Puis avez-vous eu des retours des citoyens sur cette annonce-là? Bien, on les entend pour moi, je suis très actif sur les médias sociaux et je prends ce pouls-là. Donc oui, c'est une nouvelle qui est satisfaisante. Puis en même temps, je ne reproche pas aux citoyens de se sentir blasés par ce type d'annonce-là parce qu'ils les ont entendus que c'est donc important depuis tellement longtemps, surtout ici en région Abitibi-Témiscamingue. On l'a entendu à chaque année, des mesures depuis 15 ans, depuis 20 ans qu'on va être branché bientôt et c'est jamais arrivé. Puis même qu'au contraire, on avait un réseau qui est très désuet dans lequel le monopole à 3 têtes, si on veut, qui est Bell avec Cablevision puis Télébec, n'a pas investi dans son réseau. Outre mesure, la situation des infrastructures, des poteaux était désuète dans la région. On avait besoin de beaucoup d'amour, comme on dit. Et ce qui change la donne aussi, c'est l'arrivée de concurrents comme Vidéotron, comme eBox ou d'autres qui ont manifesté un intérêt. On sait qu'ExploreNet aussi veulent renforcer aussi leur système, leur technologie. Et cette présence d'une concurrence-là va faire en sorte qu'on va avoir des prix plus abordables. On est dans des endroits au Canada dans lesquels on paye le plus cher notre accès Internet pour des données
les moins rapides et on est un des endroits au Canada où on paye les plus cher dans le monde. Fait que tout ça mis ensemble, c'est une aberration dans la région pour un signal qu'on a des fois très, très faible quand on le pogne. Donc là, la situation va changer. Et pour ça, il faut remercier le gouvernement du Québec qui a fait un leadership là-dessus. Puis moi, mon travail, ça a été disons, de forcer le gouvernement fédéral à prendre conscience de ses faiblesses sur cet enjeu-là. Sur tellement, tu sais, d'enjeux, j'en nomme un, par exemple, justement, sa question de l'abordabilité. Le premier ministre Legault a mentionné dans sa conférence de presse, puis c'est passé un peu plus inaperçu, mais il veut s'assurer que les gens en Abitibi-Témiscamingue, en tout cas en région, payent le même tarif que dans un grand centre et qu'il s'engageait à combler la différence. Donc, juste cette mesure-là peut faire la différence dans une région comme chez nous sur le tarif qu'on paye parce qu'on sait que c'est la concurrence qui fait en sorte qu'on a une meilleure des prix à l'avantage du citoyen. C'est à partir de 4 gros joueurs sur un territoire. Puis en région, c'est définitivement pas le portrait qu'on avait durant les dernières années. Croyez-vous que, dans le fond, le fait que ce processus-là a été aussi long avant qu'il y a des changements, ça fait en sorte qu'on n'est pas nécessairement très écouté en région au niveau de la politique, là? Vous savez, c'est sûr que dans le contexte, on est une région qui est peu densément peuplée sur un territoire qui est énorme. Fait que c'est sûr que cet enjeu-là était difficile à rentabiliser d'un point de vue financier. Je reviendrai sur la partie de la question de l'écoute de la région, mais quand on voyait les programmes, moi, quand je questionnais les gens au ministère de l'Industrie, ce qu'ils nous répondent, c'est que c'est à peu près 50 pour une pièce que l'industrie, ils demandent une pièce à l'industrie pour mettre une pièce de fonds publics. Ça, c'est peut-être rentable à Montréal, à Laval, mais ça ne le sera jamais au Témiscamingue. Donc, il faut être capable d'apporter une logique dans laquelle le gouvernement doit mettre un peu plus d'argent et de voir cet argent-là comme un investissement, un levier de développement économique, plutôt comme une dépense et qui est à faire parce que ça devient un service, selon moi, un service essentiel auquel, si on veut être capable de faire de l'agriculture de proximité, du développement économique, si on veut attirer des nouvelles familles, ça prend minimalement cet accès-là qui est à la connectivité au reste du monde. Et après ça, pour notre poids politique, forcément par Internet, si tu n'as pas Internet, de pouvoir revendiquer des choses, de se mettre au diapason du reste du monde, c'est plus difficile. Donc, est-ce qu'on devenait des citoyens de deuxième ordre? Forcément, forcément. Mais je peux vous dire quand même que sur cet enjeu-là, l'Abitibi-Témiscamingue a été entendu. Et quand le gouvernement fédéral avait annoncé une augmentation de son financement de 750 millions, donc 1 milliard au début, qui était devenu 1 milliard 750 millions, pour avoir l'objectif en 2026 de 98 des citoyens, même là, moi, j'étais préoccupé en me disant le 2 qui va rester, est-ce qu'il est encore chez nous? Parce que ça se pouvait, ça, par notre situation géographique qui est particulière. Et j'avais cette crainte-là que j'ai exprimée à maintes reprises. Puis je pense que la nouvelle de transférer les sommes vers Québec, c'est une réponse aussi à cette préoccupation-là, puis au désaveu du gouvernement fédéral qui est sur sa propre stratégie. Donc, on va poursuivre avec le sujet numéro 2, donc le rapport du BAP de GNL au Saguenay. Donc, est-ce que tu peux poursuivre avec ça, Sébastien? C'est un projet qui nous touche assez directement en Abitibi-Témiscamingue parce que si on construit une usine de liquéfaction de gaz naturel au Saguenay-Lac-Saint-Jean et ce gaz naturel-là vient de la fracturation hydraulique en Alberta, ça se déplace par tuyau. Et le branchement de ce tuyau-là se fait à partir de Madison du côté de l'Ontario, tout proche de l'Abitibi, pas loin, à hauteur à peu près du Parquet. Et à partir de là, ça traverse le territoire de l'Abitibi à la hauteur de la ligne de partage des eaux. C'est le projet Gazoduc dont on a entendu davantage parler pour se rendre jusqu'à cette usine de liquéfaction. Donc, pour pouvoir favoriser l'acceptabilité sociale d'un projet d'usine comme une usine de liquéfaction de gaz naturel, la compagnie GNL ou Énergie Saguenay a diffusé son projet. Et donc, pour pouvoir se conformer aux règlements environnementaux, donc déposer au Bureau d'audience publique sur l'environnement un rapport. Et il y a beaucoup de citoyens de l'Abitibi-Témiscamingue, particulièrement des militants environnementaux, qui ont déposé un rapport parce qu'ils ont amené d'énormes préoccupations. Parce que ce n'est pas un seul projet de l'usine de GNL, c'est aussi plusieurs projets. C'est de la fracturation d'hydrocarbures, comme je disais, en Alberta, qui dégage du méthane dans son procédé. C'est évidemment tous les risques qu'on peut prendre sur notre environnement en Abitibi-Témiscamingue si jamais il y avait des fuites dans ce tuyau-là. Et autres, ça doit être du gaz naturel quand même, ça peut avoir des impacts qui sont irréversibles, ne serait-ce que toute la cicatrice que ça faisait sur notre terrain.
Après ça, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce projet-là amenait à une température hyper froide, là, je ne me souviens plus exactement du chiffre, plus de 100, moins 200 degrés Celsius pour faire en sorte que le gaz naturel devienne liquide et après ça, être exporté dans les marchés internationaux, exemple la Chine. Et de la Chine, évidemment, tu as tout le transport par bateau qui peut être très polluant. Et une fois là-bas, le pari que faisait la compagnie d'un point de vue environnemental, c'est de dire bon, ben, ils vont remplacer leurs sources de charbon très polluantes, les sources d'énergie, pour du gaz naturel qui est moins polluant dans son utilisation. Et ce qu'a venu de dire le BAP la semaine dernière, c'est que ce ne sont pas fait leurrer et que le projet n'a ni les avantages économiques ni les avantages environnementaux qui étaient espérés dans le projet. Et ça, je pense que c'est une démarche qui est plus que symbolique et ça mène probablement la fin de ce projet-là de gazoduc et de GNL sur notre territoire. Et ça mène aussi une opportunité de voir est-ce qu'il y a un modèle de développement économique différent qu'on peut développer, tenir compte davantage de la synergie entre l'environnement et le développement économique. Pour moi, je pense à l'industrie forestière, par exemple, comment on peut favoriser la deuxième, la troisième transformation sur notre territoire, avoir de la valeur ajoutée et de valoriser un produit comme la forêt qui peut être même un complément au pétrole dans tellement de choses avec l'avancée des études de cellulose et de molécules qui viennent de la forêt. Donc, je pense qu'il faut saisir cet avantage-là, cette opportunité-là qui nous est présentée. Oui, GNL faisait miroiter des gros sous, des grosses jobs, particulièrement au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais pour nous, on prenait énormément de risques pour peu de retombées, ne serait-ce que même la création d'emplois pendant la construction, mais même à ça, la compagnie a reconnu quand je leur ai posé la question, quand je les ai rencontrés avant la campagne électorale, et ils m'ont répondu, en ce moment, on n'a pas l'expertise de ça en Abitibi-Témiscamingue, donc il aurait fallu probablement faire venir ces travailleurs-là de l'étranger. Donc, beaucoup de risques, peu d'impact. Et finalement, ben, c'est ce qu'a aussi conclu le Bureau d'audience publique de l'environnement, ce qui pour moi est une excellente nouvelle. Et ça nous concernait aussi au niveau fédéral parce que comme il y a une frontière qui est traversée, celle de l'Ontario, entre Matheson et l'Abitibi. Comme ça traverse une frontière, ben là, le comité, c'est-à-dire la Commission de l'énergie, du Canada pouvait aussi avoir son mot à dire. Tu sais, c'est les grands projets de corridor énergétique des conservateurs qui aimeraient voir réalisés. C'est peut-être qu'ils n'ont pas réussi à faire passer au sud de la province, on se rappelle l'enjeu d'énergie Est, pour faire passer du pétrole. Ben, ils ont peut-être essayé de le faire passer par le nord, dans une région moins densément peuplée, où les gens sont peut-être moins actifs, moins militants. C'est peut-être le pari qu'ils ont fait, mais ils se sont rendus compte que les gens ici étaient très préoccupés par leur environnement. Puis encore une fois, je pense chapeau aux militants de la région qui se sont fait entendre puis qui se sont assurés qu'on puisse mettre de l'avant un nouveau modèle de développement économique pour notre région. Quels moyens ont utilisé les militants pour faire entendre leur voix? Bien, j'ai eu la chance de participer à plusieurs de leurs activités. Notamment, il y a eu des rencontres plus ludiques, évidemment, à faire valoir le projet, une projection d'une animation un peu théâtrale. Ils sont allés jusqu'à dérouler une grande banderole à l'endroit où commençait l'entrée du théorique là, de gazoduc sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue pour dire que ça ne passera pas. Je n'ai pas participé à cette activité-là. Par contre, ils ont été même il y a 2 semaines ou la dernière semaine aussi faire dérouler des banderoles dans différents endroits de la région. C'est toujours des opérations qui sont de visibilité, mais aussi dans les médias sociaux et la place publique de faire valoir leurs arguments. Puis comme je te dis, le premier argument qui était à défaire, c'est celui de l'avantage énergétique, l'avantage environnemental que procurait le gaz naturel. Tu sais, je peux amener aussi un argument au niveau économique. Forcément, GNL a négocié ou Énergie Saguenay des tarifs très avantageux à Hydro-Québec. Et c'est l'avantage vert du projet était que c'était par l'électricité qu'on amenait le gaz naturel à l'état liquide, donc le très grand refroidissement. Sauf que cette énergie-là qu'on aurait pris massivement, on ne l'exporte plus. Ça ne fait plus partie de nos surplus, ça ne ferait plus partie de nos surplus, puis c'est ce qu'on peut vendre à profit aux États-Unis ou dans le reste du Canada. Donc, pour une création d'emplois importante, certes, mais aussi tous les risques environnementaux qu'on prend. On avait aussi le risque financier de s'embourber dans quelque chose où les profits n'auraient pas nécessairement été la même rentabilité pour la propre vente de notre énergie verte. Et quand je pense à l'hydroélectricité puis le potentiel qu'a la batterie de par l'électrification des transports et autres, c'est une énergie d'avenir, l'hydroélectricité. Et si on la concentrait dans un projet industriel majeur comme celui-là,
bien, ça faisait en sorte qu'on devait construire un autre barrage, par exemple, pour pouvoir fournir le reste du Québec dans ses ambitions économiques, notamment, ben là, on aurait peut-être créé d'autres impacts environnementaux qui ne sont pas négligeables, évidemment, tous ceux des baleines, du béluga, etc. Donc, c'est des façons dans lesquelles les gens se sont fait entendre de sortir ces arguments-là. Mais comme je vous dis aussi, plusieurs mémoires ont été présentées par les gens de la région au Bureau des audiences publiques de l'environnement, même si théoriquement, c'est un enjeu du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis qu'il y aurait eu un autre BAP sur GNL en lui-même. Les gens se sont fait entendre parce que c'est un projet qui préoccupait évidemment très grandement les gens. Parfait. Ça montre qu'on est quand même très soudés en région, justement. Donc, on va poursuivre avec le dernier sujet, donc les commerces indépendants en région. Oui, bien, le Bloc québécois, on a fait une sortie. J'ai eu cette chance-là de faire une sortie, d'accompagner mon chef Yves-François Blanchet et le porte-parole en matière de développement de finances, c'est-à-dire Gabriel Sainte-Marie, député de Joliette. Et on proposait une série de mesures parce que après un an de pandémie, on le sait, la liquidité des entreprises est de moins en moins présente. Personne n'a pu anticiper de façon concrète que les gens ne pouvaient plus avoir accès à leur commerce de façon naturelle comme ils l'avaient avant. Plusieurs programmes d'aide ont été mis en place. Certains improvisés, certains qui ont sauvé des emplois. Je pense, par exemple, au programme de la subvention salariale qui a été apprécié et par l'ensemble des entreprises. Et plusieurs entreprises d'Abitibi-Témiscamingue profitent encore. Il y a le compte d'urgence aussi qui était au départ un prêt de 40 000 mais dans lequel, si on remettait à temps les premiers 30 000, donc avant le 31 décembre 2022, le 10 000 qui restait devenait une subvention. Et ces mesures-là ont été appréciées, mais comme la COVID s'étire dans le temps, il fallait les bonifier. Donc, déjà, le compte d'urgence a été bonifié pour aller de 40 000 à 60 000 et on souhaiterait même aller plus loin. Est-ce qu'on pourrait ajouter une année au remboursement et que la partie qui devient une subvention puisse monter à 33 si on radiait 33 du montant. Déjà là, ça serait une mesure qui donnerait de l'oxygène parce qu'après un an, ce qu'on constate, c'est que beaucoup de programmes d'aide, particulièrement les aides du niveau fédéral, ce sont des prêts. Il y a eu des bons programmes, que je pense, exemple, à la subvention salariale dans lequel on a pu couvrir les dépenses de salaire et beaucoup d'entreprises d'Abitibi-Témiscamingue en auront bénéficié. Le compte d'urgence, qui était un prêt de 40 000, dont le dernier tiers pouvait être, le dernier quart, le dernier 10 000 pouvait devenir une forme de subvention s'il était remis avant le 31 décembre 2022. Mais après un an, ce qu'on constate, c'est le défi de la liquidité de ces entreprises-là et du besoin de pouvoir diversifier leur source de revenus. Et s'ils n'ont pas la clientèle nécessaire, le besoin devient immense. Et le gouvernement fédéral a un rôle à jouer là-dedans. C'est pour ça qu'on l'a interpellé. Donc, évidemment, de maintenir ces programmes-là. Je pense aussi au programme de subvention d'urgence pour le loyer. Déjà, c'est un programme qui était plutôt chaotique dans les 6 premiers mois et très peu d'entreprises, particulièrement dans la région, ont été capables de se qualifier. Pourquoi? Parce que les critères étaient trop restrictifs. Et l'aide aux frais fixes, que ce soit le loyer, que ce soit le téléphone, que ce soit les assurances ou autres, le gouvernement fédéral est très peu ou pas présent. Donc, on souhaite qu'il puisse adapter ses programmes à être davantage flexibles à la réalité des entreprises de la région. Et quand je parle d'entreprise, je peux penser aussi à tout le volet de l'industrie touristique, particulièrement les entreprises à vocation culturelle. Quand on pense que ces entreprises-là font leur événement, leur argent dans une période plus estivale, bien, il faut être capable quand même d'avoir des ressources humaines qui travaillent tout au long de l'année pour offrir une programmation, pour offrir des services qui vont être offerts durant l'été, par exemple. Donc, il faut être sensible à cette réalité-là et cette sensibilité-là, les programmes mur à mur ne l'avaient pas particulièrement. Il faut aider nos PME aussi à se transformer, à prendre le volet numérique. C'est quelque chose qui s'est amélioré beaucoup dans la dernière année, mais dans lequel le besoin est immense, particulièrement les entrepreneurs qui ont lutté pour leur survie tout au long de l'année, puis dans un contexte de pénurie de la main-d'œuvre, n'ont pas toujours pu être attentifs à est-ce qu'il y a un nouveau programme ou non pour favoriser cette présence-là sur Internet. Bien, de relancer un programme comme ça de virage numérique pourrait aider assurément
est-ce qu'un programme comme un régime d'accès à l'entrepreneuriat, un peu comme le principe d'un RAP, mais amené sur l'entrepreneuriat, pourrait être quelque chose qui soit gagnant? Bien, c'est ce qu'on croit, puis on l'a fait notamment par une lettre ouverte qui est parue dans les médias en fin de semaine dernière pour pouvoir agir sur la question, mais assurément dans un contexte où on attend le budget du Canada, qui est prévu finalement le 19 avril, ça a été annoncé cette semaine. Bien, on s'attend à ce que des aides pour les petits commerçants, particulièrement ceux qui sont dans les villes, les villages, puissent avoir aussi leur part du gâteau parce que remplacer ces commerces-là dans une économie comme la nôtre est beaucoup plus difficile et leur impact est immense. Ce serait quoi vos projets pour le prochain mois en termes de politique? Au cours du prochain mois, ben d'abord, le Parlement est fermé pour les 2 prochaines semaines. Donc, c'est un temps en circonscription. Malheureusement, ce ne sera pas un temps de terrain comme je l'aurais souhaité, pouvoir aller dans chaque MRC, dans la plupart des villes et des villages de la région, parce qu'évidemment, le contexte sanitaire s'y prête pas. On est toujours à l'affût de cette troisième vague-là qu'on ne souhaite pas, qui a commencé à impacter un peu le Témiscamingue notamment. Donc, c'est important de conserver les mesures sanitaires dans le contexte. Plusieurs rencontres vont se poursuivre par Zoom. Du point de vue parlementaire, moi, je suis à faire une étude sur l'acquisition de chats par Rogers. Ça a un impact davantage dans le reste du Canada. On vient de compléter une importante étude sur l'aérospatiale, une industrie qui est fondamentale à l'économie du Québec, particulièrement dans le coin de Montréal. On est le seul endroit dans le monde dans lequel, sur 30 km², on est capable de construire un avion de A à Z. Mais le gouvernement fédéral est peu présent ou pas pour soutenir cette industrie-là. Et c'est ce qu'ils sont venus nous dire au comité de l'industrie, que, ça manquait de vision. Il manquait de vision pour l'industrie aérospatiale. D'abord, un gouvernement qui soit présent comme partenaire investissement financier du capital de risque, mais aussi de pouvoir avoir un plan, une prévisibilité, de montrer que ces jobs-là sont importants pour nous. On a fait aussi une étude sur Internet, donc dont j'attends le rapport là, incessamment. Il est en traduction. Donc, toutes les mesures dont on a parlé un peu plus tôt, ça va faire partie de mon travail que de s'assurer qu'il y ait des recommandations qui soient solides pour qu'on puisse avoir une vision à long terme. Et aussi, je me permettrais de rajouter un autre sujet. Le Bloc québécois, on va sortir d'ici les 2 prochaines semaines une étude, en fait, une revendication pour valoriser la forêt. C'est absolument essentiel. J'en ai glissé un mot tout à l'heure aussi dans le contexte de GNL, mais si on pouvait avoir une forêt qui soit un levier de développement économique, de création d'emplois, dont on favorise la deuxième, la troisième transformation à valeur ajoutée sur le territoire, qu'on ait des plans de développement de cette ressource-là qui soient alimentés par le gouvernement fédéral, parce que ces industries-là, quand ils savent, quand ils téléphonent à DEC Canada ou au programme fédéral, généralement, ils n'ont pas de réponse pour tout ce qui est des programmes forestiers. Si on compare un équivalent pour l'Ouest canadien, c'est l'industrie du pétrole. Pour le sud de l'Ontario, c'est l'industrie automobile. Mais nous, quand on parle de l'aérospatiale puis de la forêt, le gouvernement fédéral n'est pas présent. Et pourtant, ce sont nos leviers très spécifiques à nos économies. Et il faut que ça change. Et on va faire aussi le pari de montrer, comparer, c'est ça, le pétrole et la forêt en termes de potentiel de création d'emplois et de potentiel économique et énergétique. Et ça, ben, c'est tout à l'avantage, évidemment, d'une industrie et d'une économie comme celle de l'Abitibi et du Témiscamingue. Et à surveiller surtout le budget le 19 mars. 19 avril, pardon. Le budget du 19 avril va avoir un impact évident. Puis ça, ben, nos attentes sont très claires. On est dans un contexte de pandémie. La première chose, c'est de s'assurer que ceux qui gèrent la crise, ceux qui gèrent les hôpitaux, sont le gouvernement du Québec et le gouvernement des provinces. On veut une augmentation de l'ordre de 33 de la participation financière du gouvernement fédéral. Il y a une entente historique qui disait qu'il n'y a pas si longtemps, chaque dollar dépensé en santé, 50 cents viendrait du fédéral. Et ce désengagement se fait depuis des années à une sorte qu'on est à peu près 22 cents pour un dollar, dans un dollar. Donc, on est très loin du 50-50. Si on voulait de façon réaliste, puis ça, c'est chaque province s'est entendu. En fait, c'est le Conseil de la Fédération, chaque province unanimement réclame que le port du gouvernement fédéral monte à 33 %. Donc, c'est 24 milliards d'investissements qui pourraient avoir lieu dans le réseau de la santé. La semaine passée, le gouvernement fédéral a annoncé un maigre 4 milliards. 4 milliards par rapport à 24, c'est pas beaucoup. Et surtout qu'on veut 24 milliards qui soient récurrents et qui puissent être indexés année après année pour retrouver l'équilibre entre les dépenses entre le gouvernement fédéral et celui du Québec et des provinces. Donc, on va être très, très sensible sur cette question-là. Également, la question des aînés. Le pouvoir d'achat des aînés diminue énormément depuis des années. On le
sait, le panier d'épicerie coûte plus cher, se loger coûte beaucoup plus cher, les factures Internet, les communications et tout. Donc, d'augmenter la pension, la sécurité de la vieillesse de nos aînés de l'ordre de 110 par mois dès 65 ans est une mesure forte qu'on tient beaucoup au Bloc québécois, puis on met beaucoup de pression. D'ailleurs, on a fait adopter une motion à la Chambre des communes pour ça, qui a été appuyée par les conservateurs et le NPD. Donc, la majorité de parlementaires ont voté en faveur de cette proposition-là et on s'attend que le gouvernement libéral puisse la mettre dans le prochain budget. Parfait. Bien, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue, Sébastien. Donc, pour ce segment, on va poursuivre avec la députée provinciale Émilise Lessard-Terrien. Bonjour, Émilise. Bonjour, Sarah-Jeanne. Donc, comment ça va en politique ce mois-ci? Est-ce que tu peux nous parler des démarches que vous avez entreprises concernant le résultat de la santé? Oui, dans le fond, ça a été un gros mois de mars, très dédié là, à la crise de main-d'œuvre qu'on vit dans le réseau de la santé en Abitibi-Témiscamingue. Donc, le 10 mars dernier, on a déposé une motion à l'Assemblée nationale qui demandait la reconnaissance de la crise de main-d'œuvre dans le réseau de la santé dans notre région. Une motion qui était très factuelle, c'est-à-dire qu'on a énuméré une série de faits dans notre motion, c'est-à-dire qu'il manque plus de 160 infirmières dans le réseau, qu'on est dans une situation de déficit, pas de déficit démographique, mais de décroissance démographique, solde migratoire négatif, que les inscriptions au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue sont en baisse. Il y a plusieurs départs à la retraite qui sont prévus aussi dans le réseau, ce qui veut dire qu'on n'est pas en ce moment capable dans notre région de produire, je le mets entre guillemets, produire des infirmières pour remplacer celles qui vont partir à la retraite. On est comme en déficit de main-d'œuvre, déficit qui est comblé par des infirmières qui viennent d'agences de placement privées, qui nous coûtent une fortune collectivement et qui fragilisent les différents départements, si on veut, dans le sens où quand on a une MOI, une main-d'œuvre indépendante qui est peu habituée au lieu de travail, à l'équipe de travail, bien, c'est une surcharge pour les infirmières locales qui sont en place, qui doivent accompagner un peu la MOI dans, ben, ils sont où trouver le matériel. Ça fait en sorte que les patients voient beaucoup de visages différents, il y a moins de récurrence. Donc, ça a différents impacts d'avoir recours aux agences de placement privé. Bien sûr, c'est dans un contexte où on manque d'infirmières, fait qu'on veut continuer de donner les services, évidemment. Et nous, ce qu'on pose comme question au gouvernement, c'est « Mais qu'est-ce que vous faites pour résorber cette crise-là en Abitibi-Témiscamingue? » Et pour nous, une des premières étapes à ça, c'est de reconnaître la crise qu'on vit. Alors, on a vraiment essayé dans la motion qu'on a déposée d'être le plus factuel possible pour au moins s'entendre sur un dénominateur commun qui est la pénurie de main-d'œuvre, la crise qu'on a dans le réseau. Et malheureusement, le gouvernement a battu cette motion-là. Ça veut dire qu'il a refusé de reconnaître notre situation en Abitibi-Témiscamingue. Ça a été un des premiers gestes qu'on a posés. Suite à ça, la semaine dernière, le 22 mars, j'ai posé une question en chambre au ministre de la Santé, lui demandant une fois de plus de reconnaître cette crise-là. Réponse qui ne m'a pas satisfait dans le sens où on nous dit toujours que la pénurie, elle est généralisée dans l'ensemble du Québec et qu'il y a une entente qui a été signée dernièrement. Dans le fond, on est toujours en négociation sur l'entente pour la convention collective des infirmières. Cette réponse-là ne m'a pas satisfait, donc j'ai utilisé un autre moyen parlementaire que j'ai à ma disposition, c'est-à-dire un débat de fin de séance où j'ai pu, pendant 12 minutes, échanger avec le ministre de la Santé précisément sur notre enjeu. Donc, pour réitérer l'importance de reconnaître la crise. Puis là, en 5 minutes, j'avais plus de temps pour faire valoir mes différents points que dans ma question le matin où j'avais 30 secondes. Et la réponse du ministre a quand même été intéressante où, dans le sens, il m'a rapporté que la pénurie, elle était existante partout au Québec, surtout dans les régions éloignées. Il m'a parlé de la Côte-Nord. En même temps, ailleurs au Québec, c'est sans commune mesure avec l'Abitibi-Témiscamingue où on est dans un déficit le recours aux agences privées nous a coûté collectivement
36 millions de dollars. Et la région qui s'approche le plus de nous, c'est la Côte-Nord, on est plus, j'ai pas le chiffre exact, là, mais on est encore à quelques millions de dollars de notre situation. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est une reconnaissance particulière à la situation de l'Abitibi-Témiscamingue. Et dans l'échange, M. Dubé a réitéré que les agences de placement privé, c'est un fléau, qu'il faut l'adresser. Donc ça, c'est au moins une bonne nouvelle. On se reconnaît, on s'entend au moins sur le fait que les agences, ce n'est pas la solution et qu'ils travaillent sur des propositions. Moi, ce à quoi je l'ai invité à venir s'asseoir avec les acteurs de la région parce que nous, on en a identifié des solutions. Maintenant, il faut que le ministère soit à l'écoute des solutions locales qu'on veut proposer pour notre problématique qui a ces dimensions très locales aussi. Fait que ça a été grosso modo les grandes actions qui ont été posées dans ce dossier-là. C'est quand même pas rien d'avoir pu obtenir cet échange-là avec le ministre pour qu'il ne pourra plus dire, en fait, qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe dans notre région parce que avec les actions qu'on a menées, là, qu'on a fait, ben ça l'a permis de vraiment lui démontrer toute la pertinence d'adresser cette problématique-là, mais de prendre conscience vraiment de concrètement comment ça se passe chez nous. Parfait. Donc, on va poursuivre avec le deuxième sujet. Donc, dans le fond, parler un peu du budget du gouvernement. Bien, en fait, le gouvernement du Québec a déposé son budget pour le budget du Québec la semaine dernière. Okay. On est particulièrement déçus de ce budget-là, dans le sens que c'est pas un budget pour nous relever de la crise qu'on vient de vivre et qu'on vit toujours. En fait, là, on se serait attendu à ce qu'il y ait davantage d'argent qui soit mis sur la table, notamment pour nos travailleurs, travailleuses du réseau de la santé qui sont sans convention collective depuis 1 an. Donc, on parle qu'on n'a pas de main-d'œuvre dans notre réseau, je viens de vous en parler, la crise. On dit, ben oui, puis le gouvernement dit, ben oui, mais on affiche des postes, puis ils sont pas comblés, ces postes-là. Ben, ce à quoi on répond, mais qu'est-ce que vous avez à offrir aux travailleurs, aux travailleuses du réseau public, de la fonction publique? Les conditions ne sont pas intéressantes pour le moment. Il faut donner un coup de barre là-dessus. Il faut donner des conditions à la hauteur du travail de ces gens-là qui font, en plus, de manière tellement exacerbée, j'ai envie de dire, depuis 1 an avec la pandémie. Donc, déçu que le gouvernement ne mette pas des sommes sur la table pour nos travailleurs, travailleuses essentielles. Déçu aussi parce qu'on parle d'optimisation des effectifs. On veut aller chercher 2 milliards de dollars en optimisant les postes de la fonction publique, ce qui veut dire, en d'autres mots, qu'on vient couper 5 000 postes dans la fonction publique. Alors ça nous inquiète parce que la promesse de la Coalition Avenir Québec était de délocaliser 5 000 postes de la fonction publique dans les régions du Québec. Et là, on dit, on vient optimiser, on vient en retirer 5 000. Ça nous pose différentes questions parce que la fonction publique, elle a un rôle à jouer au Québec. Et là, quand on vient sabrer dans ses effectifs, ce qu'on fait depuis des décennies maintenant, bien, ça se traduit concrètement en perte sur le terrain. Je vous donne 2 exemples. Vous savez, quand je rencontre des agriculteurs au Témiscamingue, ce qu'ils nous disent souvent, c'est qu'il y a tellement plus personne dans les bureaux du ministère de l'Agriculture ici que quand ils rentrent dans le building, il faut qu'ils allument eux-mêmes les lumières tellement il n'y a plus personne. Ça, c'est tous des services conseils, de l'accompagnement qu'on perd sur le terrain parce qu'il n'y a plus d'effectifs au ministère pour accompagner notre monde sur le territoire. Deuxième exemple, on a vu il y a quelques semaines un reportage choc sur la chaîne de Radio-Canada. Il y avait un reportage d'enquête sur la mauvaise gestion du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs et du fait que les Québécois perdaient beaucoup d'argent avec la non-reconnaissance de la pleine valeur du bois qui était coupé dans nos forêts. On parle jusqu'à 25% des redevances qui ne seraient pas données, 25% d'argent qui ne serait pas donné dans les redevances parce qu'il n'y a pas assez de monde au ministère pour faire le contrôle, pour faire la surveillance du bois qui est sorti de nos forêts, qui se retrouve dans les cours des usines. C'est les forestières, c'est les usines qui s'occupent de mesurer le bois, puis après ça, de s'envoyer la facture. Puis ben, dans la facture, il y aurait 25% des coûts qui ne seraient pas
mis dans la facture, ça veut dire qu'on perd collectivement de l'argent. Est-ce que ce à quoi le ministre a répondu? Qu'il manquait de monde. Dans les dernières années, vous savez, on a beaucoup coupé dans la fonction publique, puis là, il nous manque de monde au ministère pour faire ce contrôle-là, cette vérification-là. Et là, on vient encore couper dans la fonction publique. Alors, nous, ça nous préoccupe de voir que le gouvernement prend cette direction-là. Peu d'argent de mis pour lutter contre la violence faite aux femmes. On a vu dans les dernières semaines à quel point la situation elle est critique au Québec. Un 7e féminicide depuis le début de l'année, ça nous préoccupe. Ça nous empêche de dormir, j'ai envie de dire. C'est plus que ça nous préoccupe, ça nous empêche de dormir. Et de voir qu'il n'y a pas plus de sommes qui sont investies pour lutter contre la violence qui sont faites aux femmes, ça nous touche énormément. On pourrait parler avec les organismes de la région qui demandent d'avoir plus de financement. Et là, ce qu'on apprend, c'est que le financement ne se rend pas chez nous. Donc, ça, pour nous, c'est problématique. La seule bonne nouvelle, j'ai envie de dire, de ce budget-là pour nos régions, c'est l'argent qui est investi pour connecter les Québécois et les Québécoises à Internet haute vitesse. Encore là, on met beaucoup d'argent sur la table, mais toujours dans les poches des compagnies privées, des géants des télécommunications qui vont s'assurer, qui vont, disent-ils, brancher les régions du Québec. Mais il y a encore 36 000 foyers qui sont dans l'angle mort de la CAQ, qui ne savent pas encore comment ils vont brancher. Fait qu'on va juger l'arbre à ses fruits, mais s'il y a une bonne nouvelle dans ce budget-là, c'est le sérieux que le gouvernement met pour brancher les régions du Québec. Il y a quand même beaucoup de sphères qui sont négligées par le gouvernement au niveau des régions au Québec. Oui, effectivement, beaucoup de sphères négligées, effectivement. Donc, Émilie, on va poursuivre avec le dernier sujet. L'étiquetage des aliments dans les épiceries régionales. Donc, si tu veux poursuivre avec cela. Oui, donc on a fait une sortie en fin de semaine pour réclamer, dans le fond, plus de réglementation pour identifier la provenance de nos denrées alimentaires au Québec. On a beaucoup parlé d'achat local dans la dernière année. On parle beaucoup d'autonomie alimentaire, mais pour nous, il y a une brèche importante, c'est-à-dire que quand on se rend dans les supermarchés, dans nos épiceries, il y a la réglementation sur les fruits et légumes frais, où on doit indiquer la provenance de ces aliments-là. Donc, vous savez, là, quand on arrive devant les étalages de fruits et légumes, c'est relativement facile de voir d'où proviennent les fruits et les légumes. Toutefois, cette réglementation-là n'existe pas pour les produits emballés ou transformés au Québec. Ça veut dire que dans cette même épicerie, on reçoit des carcasses d'animaux, des carcasses d'agneaux, par exemple. On la découpe, on l'emballe dans des petites barquettes, on met ça sur nos tablettes. On n'est pas tenu d'identifier la provenance de l'animal. Alors, c'est impossible à l'heure actuelle de savoir si l'agneau que j'achète à l'épicerie, il vient de l'Australie ou s'il vient du Québec. Donc, ça, pour nous, c'est problématique parce que on ne donne pas les outils aux consommateurs pour qu'ils puissent faire les meilleurs choix les meilleurs choix alimentaires, en fait, quand on veut encourager l'achat local. Même chose dans les produits transformés. Donc, dans le jus de pomme, par exemple, il n'est pas tenu d'identifier d'où proviennent les pommes. Et des pommes, on pourrait penser qu'il y a un jus de pomme qui vient du Québec parce que des pommes, on en produit beaucoup au Québec, mais c'est pas nécessairement le cas. Les pommes peuvent venir d'ailleurs dans le monde. Alors ça, pour nous, c'est problématique, encore une fois, pour vraiment s'assurer que le consommateur qui veut acheter localement ait tous les outils pour le faire. Donc, ce qu'on demande, c'est d'identifier la provenance des ingrédients primaires dans les produits qui sont emballés ou transformés au Québec pour que le blé qu'on a dans nos pâtes, on sache il vient d'où, l'avoine dans notre gruau, on sache il vient d'où, que les fruits dans nos jus, on sache ils viennent d'où. Donc, pour nous, c'est vraiment un outil supplémentaire pour les consommateurs, pour faire des meilleurs choix, pour encourager nos producteurs locaux. J'aimerais que tu nous parles des enjeux qui vont couvrir le mois d'avril. Oui, donc au mois d'avril, encore beaucoup de choses sur la planche à dessin. D'abord, on va rentrer dans les crédits budgétaires, c'est-à-dire qu'on va analyser le budget que vient de déposer le gouvernement et on va pouvoir formuler des questions par secteur
Par exemple, moi qui touche mes dossiers nationaux, que ce soit l'agriculture, que ce soit la foresterie, que ce soit les affaires municipales, que ce soit le tourisme. Donc, beaucoup de questions à venir pour les différents ministres. Notamment, j'ai bien hâte d'échanger avec le ministre de l'Agriculture pour apprendre où il en est rendu avec toute la question de l'autonomie alimentaire. Ça l'a beaucoup fait jaser dans la dernière année. Le ministre a débloqué quelques sommes ici et là pour mettre de l'avant quelques programmes. À quel point ça va avoir eu une incidence sur notre autonomie alimentaire. J'ai hâte de pouvoir questionner le ministre là-dessus. À ce sujet, j'aimerais ajouter qu'on a fait une belle sortie aussi la semaine dernière, il y a 2 semaines, sur une proposition « Un école, un jardin » pour, toujours dans cette optique-là, de développer l'autonomie alimentaire du Québec. Pour nous, une des meilleures façons de le faire, c'est de réintéresser nos enfants, nos générations futures au travail de la terre. Donc, la proposition, en fait, c'est d'équiper chaque école d'infrastructures alimentaires, que ce soit une serre, un jardin, des bacs pour jardiner, mais aussi une cuisine pour faire de la transformation alimentaire, d'avoir des équipements pour pouvoir conserver les aliments, les transformer, chambres froides, pour vraiment réinitier nos enfants au travail de la terre, avec bien sûr des sommes pour accompagner tous les organismes dédiés à la production alimentaire qui accompagnent déjà les écoles dans les programmes pédagogiques à mettre de l'avant pour parler d'agriculture à travers les matières qui existent déjà, que ce soit les mathématiques, les sciences, le français, peu importe. Donc ça a été une belle proposition qu'on a faite. Je vais pouvoir justement questionner le ministre à savoir qu'est-ce qu'il en pense, puis comment il compte augmenter l'autonomie alimentaire du Québec d'un point de vue agricole. Sinon, ce qui s'en vient aussi, je serai sur l'étude d'un projet de loi sur la conservation de la faune dans le prochain mois. Donc, quelques liens à faire avec notre région quand même sur, évidemment, la sauvegarde des espèces, mais toute la réglementation qui entoure les activités de chasse, de pêche, de piégeage. Et sur la préservation, en fait, de notre territoire aussi, comme les aires protégées, par exemple. Puis on va continuer de suivre les dossiers qui nous touchent évidemment en région, le dossier de la crise de santé, la crise de main-d'œuvre dans le réseau de la santé. Mais bon, l'arsenic qui a refait surface la semaine dernière avec le dépôt du rapport du comité interministériel, le suivi du développement des places en garderie. On sait qu'il y a quelques petites sommes qui ont été allouées dans le budget, mais encore là, c'est pas la mer à boire. Je pense pas qu'on va résorber l'importante crise qu'on vit en région. Donc, on va continuer là, de cheminer sur ces dossiers-là qui nous occupent là, depuis quelques mois déjà. Parfait. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Émilise. Ça me fait plaisir. Donc, je suis accompagné de la mairesse de Ned-Lec, Lynn H, aujourd'hui à Clin d'œil politique. Donc, bientôt l'émission. Alors, Madame H, quel sujet a retenu votre attention lors du plus récent conseil municipal de Ned-Lec? Eh bien, ce mois-ci, le fait saillant, c'est on a adopté une résolution pour acheter l'église. Ça faisait quelques mois qu'on étudiait ça. Et vous savez, notre centre communautaire a été fermé à l'automne dernier. Alors, c'était on cherchait notre plan B et finalement, on l'a trouvé. Ça va être avec l'achat de l'église. On va travailler à la transformer, en faire une salle communautaire, peut-être même une salle peut-être un peu plus multiservice aussi. On en est rendu là dans le processus, on est au tout début encore. Là. Donc, déjà des beaux projets, la fois avec cette église-là, comme on dit, le centre communautaire, c'est vraiment souvent c'est le cœur du village, c'est pour faire les activités. Je pense que c'était important de ce côté-là d'aller de l'avant. C'est très important pour nous parce qu'on n'a pas vraiment d'autres salles, d'autres lieux de rassemblement. On a la salle du conseil qui est quand même trop petite. On ne peut pas se permettre de tenir des événements là. Vraiment, c'est très important d'avoir un centre communautaire à Ned-Lec. Et justement, là, on pense à des activités qui sont des activités éventuellement là, au retour, je veux dire, après la pandémie, des activités de fêtes d'hiver, de fêtes de rassemblements comme ça qu'on va pouvoir organiser là. C'est ça, oui. Il y avait la fête d'hiver, la fête du printemps. On tient beaucoup de repas, de petites fêtes dans notre salle. Il y a aussi le canjo qui se naît là aussi. Ça va être un manque cette année-là. Tant pis, est-ce que ça va demander des rénovations importantes ou des améliorations importantes ou on est quand même content de ce qu'on a déjà? Bien, ça demande des améliorations, c'est sûr. Il faut pratiquement tout défaire à l'intérieur pour réaménager nos locaux. C'est sûr, il
pas tant de démolition. Il y avait la partie avant là, de l'église qui est peut-être un petit peu plus récente. Ça a besoin d'être reconstruit pour l'adapter parce que là, quand on parle d'une salle communautaire, on parle d'une cuisine, on parle de salle de bain adaptée. On veut peut-être éventuellement aussi, on regarde pour relocaliser la bibliothèque municipale là-dedans et le point de service. Fait que oui, ça va avoir besoin quand même d'aménagement majeur à l'intérieur. Ah, ben c'est des beaux projets quand même, ça. C'est une belle nouvelle. Je pense que les gens de Oui. Néglec et même de l'extérieur vont être contents d'apprendre cette nouvelle-là. Je pense que oui. Excellent. Lynn, est-ce qu'il y en a d'autres sujets qui ont retenu ton attention lors du dernier conseil? Oui, je ne sais pas si je vous en avais parlé le mois passé. On travaillait à faire une gratte Oui. pour l'entretien de nos rangs. Elle est complétée. Ça fait que là, il reste à notre employé à apprivoiser la bête. Mais au printemps, il devrait être en mesure là, de pouvoir faire l'entretien de nos rangs. Ça va répondre plus à nos besoins. Fait qu'on va pouvoir le faire quand on a besoin de le faire. On ne sera pas à la merci d'un contracteur qui n'a pas rien que nous à servir. Là. C'est pour être un peu plus autonome dans l'entretien de nos rangs. Et justement, est-ce qu'il y a beaucoup de rangs à entretenir à Néglec? Est-ce que c'est vraiment une bonne partie du village? On a au-delà d'une vingtaine de kilomètres de rangs à entretenir. C'est quand même c'est important pour nous. Là. Ben oui. Puis justement, comme tu disais, d'être maître chez vous de ce côté-là, ça va être un gros plus aussi à Néglec, je pense. C'est un gros plus, oui. Excellent. Donc, il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Est-ce qu'il y en a d'autres choses qui ont retenu ton attention? Oui, bien, on a accordé un contrat à SNC-Lavalin pour faire une étude préliminaire pour une étude de faisabilité en réalité pour nos travaux de remplacement d'égouts domestiques. C'est un premier pas là, dans ce dossier-là. C'est un gros dossier pour nous, c'est un gros défi. On a quelques années, en tout cas, on se donne quelques années pour en venir à bout, mais on débute là, dans ce processus-là. Il y avait aussi le retrait de la municipalité de l'entente du refuge pour les animaux du Témiscamingue. On s'est rendu compte que ça ne répondait peut-être pas tant à nos besoins à Nédelec, alors on va réactiver notre règlement, on va le mettre au bout du jour, on va le modifier pour qu'il soit plus facilement applicable. Et d'ici, je vous dirais peut-être juin, là, on sera en mesure d'appliquer notre règlement à Nédelec pour les animaux domestiques. OK. Enfin, ça ne veut pas que vous avez décidé justement de prendre cette décision-là pour justement, encore une fois, que ce soit plus adapté à vos besoins à Néglec? Effectivement, oui. On se rend compte que le refuge, c'est génial le refuge, mais peut-être que ça ne répond pas tant aux besoins qu'on a. Nous, nos problèmes, c'est des chiens errants, c'est surplus de chats. Puis on comprend que le refuge ne peuvent pas être partout en même temps non plus, ne peuvent pas être là sur place au moment où on en a besoin nécessairement. Alors, je pense que déjà, ça aussi, ça va répondre plus à nos besoins d'avoir un règlement adapté à notre couleur aussi. Là. Parfait. Puis justement, est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont été adoptées hier ou qui sont des projets? Ça fait pas mal le tour. C'était nos gros dossiers là, ce mois-ci. Peut-être de rappeler justement à quel moment ont lieu les conseils municipaux du côté de Néglec, Mme H? C'est toujours le deuxième lundi du mois, excusez-moi. Et puis là, en ce moment, est-ce que les citoyens peuvent assister de façon virtuelle à vos conseils? Non, on n'a pas de moyen de diffuser virtuellement. On est encore en huis clos. Okay. Aussitôt que ça va être permis, que la santé publique va nous permettre de tenir nos réunions en présentiel avec public, c'est sûr qu'on va le faire. On sait que c'est une demande à Nédelec, entre autres, que les citoyens aimeraient bien venir assister à nos conseils. Malheureusement, on suit les consignes. Oui, non, c'est ça, on doit se plier justement aux mesures de santé sanitaires donc, qui sont mises en place. Madame H, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui encore de nous parler. Et puis, ça me fait toujours plaisir. Et puis, on se donne rendez-vous le mois prochain. Bien, merci beaucoup. J'ai le plaisir d'accueillir Mme Linda Godette, qui est la directrice générale de la municipalité de Béarn, afin de discuter des enjeux qui ont retenu son attention lors du plus récent conseil municipal. Donc, Mme Godette, bonjour et bienvenue à Clin d'œil politique. Merci, Francis. C'était une belle invitation que le Conseil a décidé très rapidement d'adhérer à votre proposition. Et on est très content de vous accueillir, donc, la municipalité de Béarn. Donc, Linda, il y avait un conseil municipal cette semaine. Peut-être nous expliquer quelques-uns des sujets là, qui ont retenu votre attention cette semaine? OK. Cette semaine, c'était lundi dernier, le 8 mars. Des sujets qu'on est en appel d'offres pour de l'achat d'équipements de déneigement. Le mois dernier, on avait accepté la soumission pour le camion. Là, on a lancé l'appel d'offres pour l'achat des équipements de déneigement qui vont aller sur
le camion qui devrait nous être livré en juin prochain. Parce que ça fait quand même 10 ans que la municipalité de Béarn entretient elle-même son réseau routier l'hiver. On avait la machinerie, c'est pas éternel, donc il fallait qu'on remplace certains équipements. Et un autre élément qui est très enthousiasmant pour moi, il y a quelques années, la municipalité a acquis une terre au complet pour avoir du terrain pour construire son nouveau garage municipal, le nouveau garage qui est maintenant entre nos mains et qu'on utilise. Et dans cette terre, la municipalité a revendu la partie agricole du lot, puis elle a conservé la partie en zone blanche. Et là, on travaille avec le service d'évaluation, le service d'urbanisme de la MRC pour un projet de plan de développement. Fait que ça, c'est quelque chose qui s'en vient. On essaye d'avoir des idées originales qui vont nous démarquer des autres municipalités pour essayer d'attirer des jeunes familles puis d'autres résidents. C'est des excellentes nouvelles, ça, pour la municipalité de Béarn. C'est des très bonnes nouvelles que tu nous annonces là aujourd'hui, Linda. Oui, mais c'est sûr que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va être mis en place cet été, parce que quand on parle d'urbanisme, on parle de plans de réglementation, de délais, de changement de zonage, d'établissement de zonage. Donc, c'est quand même une procédure qui peut s'échelonner sur quelques mois, mais on s'en vient avec quelque chose d'intéressant, je pense. Donc, à suivre, Linda, on s'en reparle éventuellement. Un autre élément, c'est que Béarn, on gère une entente intermunicipale pour offrir à des municipalités des services d'opérateurs en eau potable et en eau usée. Quand on a commencé ça en 2016, on était 4 municipalités. On a accueilli dans notre entente en novembre dernier la 8e municipalité. Donc, c'est près de 50 de la population du Témiscamingue qui s'assure de la qualité de ces eaux potables et eaux usées via notre entente intermunicipale. Et on a procédé à l'embauche de 2 nouveaux techniciens qui vont entrer en poste le 15 mars prochain. Ça, on est très heureux. Ça va être une 4e personne qui se joint à l'équipe au niveau de l'eau potable et des eaux usées. Linda, est-ce que c'est des nouveaux arrivants, des gens qui arrivent au Témiscamingue grâce à ce programme-là? Oui, je te dirais que depuis l'entente, la première personne qu'on a embauchée est arrivée avec sa famille, ça faisait 7. La 2e est arrivée seule. Le 3e est arrivé seul. Le 4e et 5e, parce qu'il y a un remplacement là-dedans, c'est des gens qui nous arrivent de l'Outaouais, qui sont originaires de la Côte d'Ivoire, toutes les deux. Et notre équipe est très multiculturelle parce que notre responsable est originaire du Maroc. On a une personne qui soutient au niveau administratif, qui elle est originaire de la Belgique, et actuellement, j'ai un technicien qui est originaire de la République démocratique du Congo. Donc, je pense que l'image de la municipalité au niveau interculturel comme employeur, je pense qu'on se démarque à tout le moins au niveau des municipalités. La MRC a quand même ouvert la marche, on pourrait dire. Oui. Mais ça reste que c'est de la formation qui requiert de la certification de qualification professionnelle d'Emploi Québec. Donc, cette formation-là, elle ne se donne pas ici, elle ne se donne pas en région. Elle se donne soit au niveau opérateur en eau potable, un diplôme d'études professionnelles qui se donne à Vaudreuil. Et il y a quelques cégeps au Québec qui donnent la formation là, au niveau technique. Là. Fait que, nous, à date, là, on va avoir 3 techniciens plus notre responsable qui a un poste d'opérateur, d'une formation d'opérateur. Mais c'est quand même 8 municipalités qu'on dessert avec des systèmes différents. En eau usée, il y a 2 systèmes qui existent, les étangs aérés et non aérés. Comme à Béarn, nous, c'est non aéré. Lorrainville, Notre-Dame-du-Nord, qu'on dessert, c'est des étangs aérés. Mais ça serait intéressant, je pense, pour les gens du Témiscamingue de savoir quelle municipalité on dessert avec cette entente-là. Ben oui, tout à fait. On a commencé Béarn, Fabre, Lorrainville et Notre-Dame-du-Nord. C'est joint ensuite Saint-Eugène-de-Guigue, Saint-Bruno-de-Guigue, la Tulipe-et-Gaboury et la Verlochère-Anglier en novembre dernier. Donc, c'est pas mal réparti sur le territoire. On fournit nos techniciens ont fourni des véhicules, ils se déplacent, ils ont des secteurs attribués. Fait que en 4 ans, je calcule que c'est une très belle réussite. On a passé de 4 municipalités à 8.
avec 50 pratiquement de population. La seule autre municipalité qui a du personnel formé au niveau académique, je vais dire, par des écoles, c'est la ville de Témiscamingue. Mettons comme les autres municipalités qui en ont, comme Ville-Marie et d'autres municipalités qui ont du personnel qui s'occupe de l'eau potable et des eaux usées, c'est de la formation. Ils ont fait former d'autres employés, soit des travaux publics ou d'autres secteurs d'activité pour faire tout ce suivi-là auprès des ministères puis s'assurer que le tout est correct. Donc, c'est une très belle réussite. Et on sait, Linda, l'eau, c'est important, c'est vital. Donc, c'est important que ce projet-là, justement, prenne de l'ampleur comme on le connaît actuellement, comme tu nous annonces aujourd'hui. Donc, c'est une belle réussite. On peut être content de ça. Oui. Puis, un dernier petit élément, c'est quelque chose que le Témiscamingue n'est pas sans savoir que le ministère des Transports a réduit des charges sur le pont, qui est sur la route 391, là, avant d'arriver à la 101, près de l'éco-centre. Et en fonction de la limitation des charges, les camions lourds ne peuvent plus circuler là. Donc, pour nous, c'est une augmentation très importante du trafic de tous les véhicules lourds qui, autrement, auraient passé par là pour s'en aller à Témiscamingue ou ailleurs au Québec et un peu partout. Donc, ils doivent revenir sur leur pas quand ils quittent l'usine pour passer par Lorrainville et Ville-Marie, faire le tour. Et à cet effet-là, on présente une demande au ministère des Transports pour un passage scolaire. Parce qu'on a quand même on a une école primaire qui est sur la rue principale. C'est sûr que les véhicules lourds, c'est gros. On les voit passer, on pense tout le temps qu'ils dépassent la limite. Mais quand on est assis dedans, c'est pas nécessairement vrai qu'ils dépassent la limite. Par contre, c'est tellement gros que le temps de réaction, c'est quand même... Puis nous, à Béarn, on a une maternelle 4 ans. Donc, on trouve très important au niveau sécurité là, de faire des approches avec le ministère des Transports pour avoir là, soit de la signalisation, un passage scolaire. Là, fait qu'on commence à travailler là-dessus là, pour la sécurité de nos jeunes parce que vraiment, le fait que les charges ont diminué sur le pont, là, ça a vraiment amené une grosse augmentation du trafic sur la rue principale. Donc, ce qu'on aimerait, Linda, c'est un passage ou un brigadier qui serait posté, pourrait-être devant l'école ou sur la rue devant l'école? C'est un peu ce qu'on aimerait. Je ne sais pas quelle forme ça va prendre parce qu'il y a quelques années, on avait déjà demandé au ministère des Transports. La première étape, c'était une étude. Il avait calculé le volume de circulation sur la rue. Puis après ça, dépendamment du volume, il y a des gestes ou comme tu parles, mettons, le brigadier ou des traverses des lignes blanches ou des choses comme ça. Mais ça dépend vraiment du volume de trafic. Fait que, on va relancer là, cet élément-là. Puis à l'époque, il n'y avait pas de maternelle 4 ans. Donc là, c'est quand même des petits. Quand on parle de 4 ans, là, fait que, on veut s'assurer de tout mettre en place là, pour sécuriser les entrées et sorties aux heures des entrées et sorties scolaires. Je pense que c'est quelque chose que les parents vont apprécier. Là, si ça peut être mis en place, j'imagine que c'est déjà plus sécurisant pour les parents dont les enfants fréquentent cette école-là. Ça pourrait être justement bénéfique là, pour tout le monde, si on peut dire. Oui, puis personnellement, puis il y en a d'autres qui en témoignent, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui devraient réviser leur code de sécurité routière parce que quand des intersections, quand la personne est engagée, on doit s'arrêter. Donc, les piétons ont des droits, mais je pense que les conducteurs, je m'inclus là-dedans, on n'y pense pas nécessairement tout le temps. De faire preuve de civisme, là, justement, et de prudence près des écoles. C'est bon de le rappeler, Linda, que tu viennes de nous le rappeler. Puis des personnes aînées aussi, là, oui, exact. Que la mobilité est plus, surtout en hiver, là, c'est plus difficile de circuler. Que ça fait le tour pour la réunion du mois de mars, Francis. Ah, ben écoute, ça a été très, très intéressant, Linda. Écoute, tes beaux projets du côté de Béarn. Comme je disais, on est très content de vous compter parmi nous pour Clin d'œil politique, donc qui va être diffusé sur nos ondes à TV Témis. On invite les gens de Béarn et d'ailleurs au Témiscamingue de pouvoir, comme ça, suivre ce qui suit de votre côté. Donc, Linda, merci d'avoir pris le temps aujourd'hui de nous parler. On se donne rendez-vous le mois prochain. Parfait. Merci, Francis. Merci, Linda. À bientôt. Merci à tous d'avoir été des nôtres et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un autre épisode de Clin d'œil politique.